Donc, le thème de ma présentation, c'est d'introduire les sujets généraux que nous débattrons tout au cours de cette journée et demie d'échange. Je vais tenter de ne pas voler tous les punchs de mes collègues, tout en quand même, en ayant le plaisir de leur en faire ce coup à certains égards, juste assez pour créer de l'ambiance, pour les amener à être sur la sellette. Donc, mon propos se tiendra en deux grands volets. Le premier volet, c'est de m'intéresser, et j'espère de vous intéresser, au mot « gouvernance », que je qualifie de néologisme conquérant. C'est vraiment partout, on le verra dans quelques instants. Ensuite, comment ce vocable, ce terme polysémique a été utilisé dans le monde et qu'est-ce qu'il signifie, au fond, dans les pratiques de gestion et de gouverne des universités. Et je soutiendrai la thèse, je ne suis pas le premier à le faire, et sans doute pas le dernier malheureusement, que cette évolution traduite par le mot gouvernance n'est qu'un épiphénomène d'un phénomène plus vaste, qui est celui de la transformation des universités de lieu de production de savoir en une entreprise qui, de plus en plus, vend des produits sur un quasi-marché et est l'objet de régulations de multiples natures. Donc, en conclusion, je vais ouvrir la suite. Je ne donnerai pas, évidemment, la conclusion du colloque tout de suite. Là. Je vais attendre quand même la journée et demie pour me prononcer là-dessus. Donc, la gouvernance, un néologisme conquérant. Tout d'abord, pour ceux qui ont fait de la science politique parmi vous, vous avez probablement entendu parler de ce triptyque entre le gouvernement, qui est une entité séculaire, la gouverne, qui est une manière, en anglais, governing, et la gouvernance, qui est ce vocable que je décrivais tantôt, qui est relativement à la fois ancien, mais qui a connu un renouveau depuis à peine une trentaine d'années. Donc, en gros, le gouvernement, c'est l'ensemble des acteurs qui sont élus, leurs proches, leurs assimilés, les gens qui constituent leur environnement proche, qui sont le gouvernement, et non pas l'État, au sens, c'est pas l'État dans ces questions, c'est le gouvernement, l'ensemble des gouvernants d'un système quelconque. La gouverne, c'est davantage un processus par lequel, entre autres, le gouvernement intervient dans la chose publique. Et la gouvernance, c'est cet objet nouveau qui consisterait à revoir le rôle de l'État dans l'ensemble des processus de gouverne, étant entendu qu'on peut les élargir au-delà du rôle de l'État. On va le voir, le mot gouvernance s'applique à toutes sortes d'objets, dont l'État, mais pas que l'État. Donc, le mot gouvernance est un terme oublié qui est ressurgi dans un sens nouveau en anglais dans les années 90, quoi qu'il ait émergé un peu antérieurement. C'est beaucoup par l'intermédiaire des grandes organisations internationales comme l'ONU, le FMI, la Banque mondiale que ce terme a occupé de manière hégémonique le territoire intellectuel de la direction, de l'administration. Quand j'étais étudiant, ou à la fois en administration et en sciences politiques, je ne me rappelle pas, évidemment, c'est dans un autre millénaire, on s'entend que ce n'est pas hier, mais néanmoins, je ne me rappelle pas que le mot gouvernance n'ait jamais été employé. Donc, c'est tout à fait extraordinaire qu'il se soit répandu aussi rapidement, un peu comme un feu de paille intellectuel. Voilà. Donc, le gouvernement désigne davantage un groupe d'individus en mesure d'imposer sa volonté à une société, mais en même temps, ça appelle l'idée d'une gouverne hiérarchique, que l'État gouverne, donc le gouvernement gouverne à travers l'intermédiaire de l'État, pour mieux le dire, et que, de ce point de vue-là, c'est hiérarchique. Alors que l'idée de gouvernance renvoie à l'idée qu'il y a des processus de gouverne, donc on met d'abord l'accent sur ce qui se produit plutôt que les positions que l'on occupe dans le système. Et ce que l'on essaie de montrer par là, c'est le rôle de moins en moins central de l'État dans les processus de gouvernance, ou pourrait-on dire autrement, de régulation des problèmes publics. Voilà ce qui rallie une multiplicité de définitions qui viennent de tous acabits. Donc, l'idée, c'est que la gouvernance est le mot qui désigne cette forme renouvelée de gouverne par laquelle les frontières entre l'État et la société, le public et le privé, les dirigeants et les dirigés, sont plus ou moins estompées ou plus difficiles à repérer. Il y a une plus grande porosité, une plus grande morosité aussi peut-être, mais une plus grande porosité des liens entre l'État et les acteurs qui constituaient ce qu'on appelait jadis et encore les parties prenantes, la société civile ou le public en général. Donc, cette idée d'imposition de l'autorité à la participation, ou pourrait-on dire, entre autres ici, la co-construction des politiques publiques, qui est un thème cher à des groupes de recherche de l'UQAM, la hiérarchie
était la manière de faire usuelle, donc l'imposition de l'autorité de manière verticale, au marché, avec la nouvelle gestion publique, dont Jean Bernacchi nous entendra un peu plus tard dans le colloque, et au réseau, qui est un mot aussi très à la mode, comme l'est le mot gouvernance. Et c'est aussi un monde dans lequel un seul palier de gouvernement ne parvient généralement pas à embrasser l'ensemble de problèmes publics parce qu'ils sont multidimensionnels, ils échappent au contrôle d'un seul palier de gouvernement, donc à la fois le Québec, le Canada, mais aussi l'international. Donc, il y a des paliers qui s'interpénètrent, ce qui rend le gouvernement pratiquement impossible. Les États-nations cessent d'être à l'avant-plan des phénomènes internationaux et il faut donc trouver d'autres manières d'agir collectivement. Donc, on peut admettre sans difficulté que le mot gouvernance, dans le sens général que j'ai présenté, est en phase avec l'époque actuelle. Donc, on passe au moins d'une représentation d'un univers relativement stable à un univers perpétuellement changeant, d'un univers compliqué ou de situations compliquées à des situations complexes. J'aime bien le terme anglais de « wicked problems », des problèmes qui sont tordus, qui sont presque par définition insolubles, mais auxquels l'État ne peut échapper. Le gouvernement doit s'y prêter attention. Mais en même temps, aussi approprié soit-il ce terme pas de régulation, mais ce terme de gouvernance, on peut aussi le qualifier de concept magique. Donc, il y a un côté un peu mystificateur, si on peut dire, à ce mot. Gouvernance, reddition de comptes et réseau sont des concepts populaires, autant chez les gouvernants que chez les universitaires. Il y a des colloques qui se tiennent là-dessus, et la preuve en est. Donc, comment se fait-il que ces mots magiques, qui donc sont peut-être anti-scientifiques de par leur généralité, de par leur polysémie, comment se fait-il qu'ils soient si populaires? Alors, Pollitt et Yuppie, qui sont des chercheurs en administration publique, nous disent que ce sont des termes qui ont justement cette caractéristique d'être tellement abstraits qu'on ne peut pas vraiment être contre, ça englobe tout. Donc, c'est difficile de trouver que c'est pas assez complet, c'est généralement très général comme signification, et en plus, ça change selon les domaines, comme on va le voir un peu tantôt, ce qui est quand même intéressant, parce qu'on peut dire tout et son contraire jusqu'à un certain point. En plus, les mots magiques, les concepts magiques ont une connotation fortement positive. Qui peut être contre la gouvernance? Et surtout la bonne gouvernance. Qui peut être contre la reddition de comptes? Qui peut être contre un réseau? Ce sont des termes qui ont cette ambiguïté conceptuelle, à la fois descriptif et porteur d'un sens normatif. Et là, c'est ici qu'on rencontre le nœud du problème, je pense, du point de vue scientifique, c'est que le mot gouvernance offre la capacité apparente, à tout le moins, soit de résoudre des contradictions, ou soit de les dissimuler, ou encore de les nier carrément. Donc, est-ce que les logiques et les intérêts conflictuels qui subsistent, quel que soit le nom qu'on leur donne, le public demeure toujours avec des intérêts distincts du privé à but lucratif, les riches n'ont pas forcément les mêmes intérêts de classe que les pauvres, du moins le 1er % des riches et les autres. Les gouvernants et les gouvernés ne sont pas dans la même position, qu'ils fassent partie du même mouvement de gouvernance. Quand on veut faire passer un pipeline, tu as peut-être plus de poignées quand tu es ministre, que peut-être pas non plus, mais enfin, plus qu'un ministre qu'un quelconque groupe de citoyens. Ça en prend beaucoup de citoyens pour être capable de faire la part des choses devant des intérêts fortement concentrés. Donc, en tant qu'universitaire, je vous interpelle sur la rigueur qu'il faut avoir dans l'emploi de ce terme. Ce n'est pas parce qu'il est employé tout le temps et par tout le monde dans toutes sortes de sens que c'est forcément une bonne chose pour éclairer des situations complexes. Mais en même temps, il ne faut pas démettre le concept d'emblée. Il faut lui donner sa chance, mais être très strict quant à son emploi. Et comme on le verra dans la diapo suivante, il y a de nombreux domaines d'application. Donc, de mon point de vue, c'est un concept qui dissimule autant qu'il révèle, pour des raisons qui sont invoquées plus haut. Et ça, c'est mon animation, il n'y en aura pas d'autre. Alors, c'est un concept un peu tarte aux pommes. Donc, c'est difficile d'être contre. Tout le monde finit par en manger un morceau de temps en temps. C'est quelque chose qui nous empêche parfois d'avoir une perspective aussi critique que nous devrions l'avoir. Donc, Frederickson, un autre chercheur en administration publique, governance everywhere. Et vous allez voir qu'il n'a pas sorti ça de son chapeau. Celle qui va peut-être nous intéresser davantage, je vous invite à conserver en mémoire, c'est celle de corporate governance.
Donc, la corporate governance est une manière, au point de départ, d'aligner, comme on dit, les intérêts des dirigeants des grandes entreprises capitalistes avec les intérêts de leurs actionnaires. Donc, toute une littérature sur la théorie de l'agence, etc., sert cette finalité-là. Donc, donner des succès retentissants comme Enron, par exemple, ou mieux encore, la crise des subprimes dont nous sortons à peine. Donc, il y a quelques échecs qu'on peut attribuer à cette logique de responsabilisation des cadres supérieurs. Mais aussi la corporate governance dans son évolution avec la new governance qui succède jusqu'à un certain point à la nouvelle gestion publique. La responsabilité, les parties prenantes. Donc, il n'y a pas que les actionnaires qui comptent, il y a aussi les travailleurs, les gens qui vivent autour de l'usine, etc. Donc, c'est une notion de corporate governance qui s'est modifiée au fil du temps. Ensuite, ce triptyque qui est maintenant usité depuis 25 ans au moins, cette évolution que semble avoir suivi l'administration publique de la hiérarchie, de grandes bureaucraties ministérielles, de grands ministères, de grandes organisations publiques, à l'idée qu'il faut utiliser le marché, qui évidemment, comme tout le monde sait, est plus efficace tous les jours de la semaine et tous les autres que l'entreprise publique. Et le réseau, qui est un mode postmoderne d'organisation basé sur la confiance, le respect, la collaboration, alors que le marché est basé sur la méfiance totale, puisqu'il y a un contrat qui force les uns à respecter leurs engagements qu'ils ont pris envers les autres. Donc, la gouvernance de tous ces mécanismes d'organisation collective est également importante. Ensuite, dans le monde international, les relations internationales basées sur une littérature de sciences politiques avec l'anarchie qui dominait, vu l'accroissement de l'importance de la mondialisation, qui elle aussi existe au moins depuis l'époque de la Nouvelle-France, et probablement avant, mais qui prend une ampleur supplémentaire, plus grande encore, et cette idée de global governance. Donc, il y a moyen à une échelle internationale de dépasser la conception plutôt politologique des relations internationales pour englober d'autres phénomènes plus complexes, les accords qu'on dénonce, les accords internationaux, mais aussi des choses comme le Forum social mondial qui a lieu à Montréal cet été pour la première fois dans un pays du Nord, qui est une manière, je ne sais pas si les gens aimeraient se faire dire qu'ils sont dans la gouvernance globale, mais néanmoins, ils ont un rôle dans cette sphère, dans cette nébuleuse des relations internationales et de la mondialisation. Dans le monde de l'aide au développement, dans les pays, entre autres d'Afrique, il y a eu un nombre d'échecs innombrables. Donc, on s'est interrogé sur la manière supérieure que l'on pourrait avoir de permettre aux pays dits en voie de développement de vraiment se développer plutôt que d'être plutôt en voie de perpétuation du cercle vicieux dans lequel ils sont enfoncés. Donc, il y a toute une réflexion autour des pratiques, entre autres de la Banque mondiale, des gens comme ça, qui avaient une vision très libéraliste ou néolibérale des choses et on les a incités à penser de manière un peu plus intelligente. Donc, la gouvernance au total, quelles que soient les acceptions qu'on lui donne, les domaines d'application, en gros, ça renvoie à lui qu'il y a un pouvoir plus diffus dans un monde plus complexe. Donc, le monde étant plus complexe, on ne peut plus diriger hiérarchiquement, alors on fait des erreurs monumentales. Donc, ça appelle une collaboration plus grande entre les parties prenantes, la société civile et l'État. Il y a des gens derrière, il y a des places ici à l'avant, si vous voulez. Là, si vous voulez vous avancer, pas de problème. Sinon, vous pouvez rester à l'arrière aussi, placoter, pas de difficulté non plus. Donc, qu'en est-il de la gouvernance des universités, qui est la raison d'être de cette introduction? Donc, comme je l'ai dit tantôt, je pense que cette gouvernance est une manifestation de la transformation de l'entreprise sur risque. Mme Nevers sera sans doute d'accord avec cette idée-là. Donc, l'idée de corporate governance, je la reprends ici sous un terme anglais qu'on ne peut reprendre en français sans faire une périphrase assez importante. La corporatization, c'est l'idée de la transformation de l'université en entreprise privée, à but lucratif. Donc, c'est cette idée que la gouvernance n'est qu'une manifestation de phénomènes plus vastes qui est plus brièvement nommé en anglais sous la forme de corporatization. Donc, la thèse que je vais soutenir et qu'on pourra soumettre au débat dans nos 3 demi-journées de rencontre, c'est que les changements à la gouverne et à la gestion des universités participent d'un mouvement plus profond et plus global qui les amène à prendre les traits d'entreprises privées. Nous ne sommes pas dissociés des conflits de travail qui ont essaimé la dernière année dans le domaine de l'éducation, etc., dans le domaine de la santé, des services. Nous sommes partie prenante des mêmes phénomènes, même si la façon dont ils sont vécus chez nous est différente. Nous sommes dans le même bateau, si on peut prendre cette image. Donc, qu'est-ce que la corporatization?
ça renvoie au processus et aux résultats de la prédominance des intérêts, des valeurs et des modèles du secteur privé, des modèles d'affaires dans le système universitaire. Les processus de transformation de ce que nous faisons, de ce que nos étudiants font, de ce que les dirigeants de nos universités font, dans le sens d'un approchement, de rapprochement progressif vers les grandes entreprises du monde contemporain. Mais une idée aussi qui mérite d'être discutée entre nous, cette transformation n'est pas que le fait de forces externes. Hein? Ce n'est pas l'infrastructure qui détermine la superstructure, point à la ligne. Elle engage aussi notre participation à cette évolution-là. Nous en sommes partie prenante, que nous le voulions ou non, et certains le veulent et en tirent des avantages. J'aime bien cette phrase, qui est le titre d'un ouvrage qui vient de paraître de M. Monbiot, je pense que c'est un Britannique. « How did we get into this mess? » Donc, très objectivement, il pose la question de comment se fait-il que nous en soyons, nous, en Angleterre, et plus généralement dans les pays occidentaux. Et l'Angleterre est largement en avance sur nous, sur tout ce qui a mal été dans les réformes de l'État et tout ce qui peut être retiré aussi. Il nous pose la question, comment en sommes-nous arrivés à cette rationalisation, cette transformation de l'université en entreprise privée? Donc, une brève, là c'est vraiment une esquisse, hein, ça se veut global, donc ça échappe des détails nationaux. La chronologie est très approximative aussi. L'université a été, il n'y a pas si longtemps que ça, tout le monde au Québec, une institution élitiste. Et ça, on a un historien ou deux dans la salle qui pourrait nous décrire ça dans le fin détail, à une université de masse, largement après la Seconde Guerre mondiale, et pour le Québec un peu plus tardivement. C'est la démocratisation de l'enseignement supérieur, incluant l'accès au collège. Donc, ce qui prévalait dans cet archétype, hein, très, très sommairement esquissé de l'université que peut-être vous avez connu comme étudiant si vous avez mon âge, une conception à la fois humaniste, donc on favorise l'éducation libérale, à la manière du cardinal Newman. On veut former des gens qui sont de bons citoyens, des gens qui sont capables de penser par eux-mêmes, mais aussi, de toute époque, une conception utilitaire, entre autres pour la formation professionnelle, qui, de toute époque, a servi à former des médecins, des avocats, des notaires et toutes les professions libérales, et en plus de celles du monde contemporain. Donc, l'université a ce double rôle de faire des têtes bien faites et de faire des gens qui pourront se trouver un emploi ou contribuer à l'impôt, comme disait Richard Desjardins. Ensuite, cette évolution va aussi de la transmission, de la production des connaissances. Là, vraiment, j'enfonce une porte ouverte. C'est l'université de Humboldt qui est à l'œuvre dans les pays occidentaux depuis la fin du 19e siècle. Ensuite, il faut aussi noter qu'il y a une influence constante du secteur privé. Le secteur privé a toujours été prenant des universités. L'université McGill ne s'appelle pas comme ça par hasard. Il y avait un monsieur McGill qui était à l'origine de ça. Et j'imagine qu'il y avait un bishop aussi, qui était à l'origine de l'université du même nom, mais ça, c'est une période antérieure. Un soutien fort de l'État, qui est une caractéristique très déterminante de ça. Sans soutien de l'État, ce dont nous parlons n'existerait pas. Donc, il y avait une volonté populaire relayée par les gouvernants de donner accès aux jeunes, d'avoir accès à l'enseignement supérieur. Donc, autonomie relative de l'université, de l'autoritarisme à la collégialité, un thème qui sera abordé tout à l'heure par nos collègues de Lucot et de McGill. Ensuite, liberté en matière d'enseignement et de recherche. Est-ce qu'il s'agit d'un âge d'or? Sans doute pas, mais c'est néanmoins une époque vue d'aujourd'hui qui est relativement faste et très effervescente, comme en peuvent en témoigner l'existence même de l'UQAM. Donc, une université sous influence, j'accélère parce qu'on m'a dit que mon temps achevait. Un point d'inflexion déterminant sont les compressions budgétaires qui ont émaillé l'ensemble des pays occidentaux dans les années 70 et 80. C'est vraiment le point de rupture de cette université ouverte, démocratique, accessible. Donc, c'est la crise de l'État-providence. Et ce qui est notable, c'est qu'il y avait une solution de rechange aux échecs du keynésianisme, c'est le néolibéralisme. C'est Hayek, c'est des gens de cette école-là qui avaient une solution rapidement disponible pour trouver des solutions aux problèmes qui marquaient l'ensemble des pays occidentaux. Mais cette conception va de pair avec une vision davantage individualiste et utilitariste de l'être humain et de la société, qui n'existe pas, disait Mme Thatcher, évidemment. Nous sommes une constellation d'individus égoïstes. Réduction du rôle de l'État, attaque contre le droit d'association et de négociation, accroissement des inégalités sociales, paradoxe de la bureaucratisation induite par la compétition. Hein, on
on nous disait, vous allez être plus libre de l'emprise de l'État. Mais il n'y a jamais eu plus de contrôle de toutes sortes de nature sur toutes sortes de comportements. Et cette expression formulée par M. Braithwaite, qui est un Australien, de regulatory capitalism, rend bien ça. On a tous les inconvénients des uns et des autres côtés, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de régulation, et ça, ce n'est pas une nouveauté pour le monde de l'université québécoise. Donc, rapidement, le financement, qui est un thème qui sera abordé aussi dans le colloque, le fait que l'État soit même moins partie prenante du financement, qu'il ait retiré une partie de ses billes ou qu'il n'ait plus les moyens de ses ambitions, fait en sorte que les sources privées de financement s'accroissent. Les dons d'entreprise, la nécessité d'avoir des brevets, la recherche en partenariat sont des choses qui sont de plus en plus omniprésentes. La compétition entre universités pour accroître l'effectif étudiant, la hausse des droits de scolarité qui entraîne un endettement accru, qui est phénoménal aux États-Unis, c'est absolument abyssal comme dette. Si ça faisait un effet yo-yo, c'est pas un effet yo, mais un effet domino, ça serait la fin, probablement, il y aura une autre crise économique importante. Une réduction de l'accessibilité pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'endetter à ce point-là. Dans le monde, la part de la recherche dans le financement des universités s'accroît aussi considérablement. Vous êtes tous familiers avec ce thème-là. C'est l'essor de l'entrepreneuriat de recherche, l'ascendant du modèle de la Big Science, les regroupements voulus ou forcés dans des centres, des chaires pour parvenir à satisfaire aux organismes subventionnaires, moyennant quoi les chercheurs individuels ont beaucoup de difficultés à trouver du financement pour des projets de moins grande importance. Accroissement de la recherche orientée, utile à court terme, par opposition à la recherche plus fondamentale ou plus libre, et dévalorisation des sciences humaines et sociales qui ne peuvent pas prétendre autant que d'autres à des solutions, à des quick fixes, à des problèmes qui n'en peuvent pas avoir, des wicked problems. Des nouvelles conditions d'action, l'étudiant a changé aussi, plus d'étudiants qu'avant souhaitent avoir un diplôme, avoir du capital pour parvenir à se trouver un emploi. Et le fait que les frais de scolarité s'accroissent contribue à réduire l'intérêt des jeunes qui voudraient aller dans l'éducation libérale, ce qui menace finalement d'accentuer le mouvement vers une forme de professionnalisation du rôle de l'université. Le professeur régulier, plusieurs dans la salle sans doute pourront en témoigner, est privilégié par rapport à l'ensemble des autres acteurs rémunérés dans le monde universitaire, mais sous pression, le nombre de profs augmente moins vite que tous les autres groupes possibles et imaginables, les étudiants, les cadres, tout ça. La course aux subventions de recherche, dévalorisation de l'enseignement, carrière peu propice à l'expression d'un esprit critique. L'université, sa raison d'être, c'était de pouvoir, en partie du moins, c'était d'exprimer un point de vue qui ne pouvait pas être amené en prison. L'université est un lieu de réflexion et de critique. On a de moins en moins de temps d'être critique parce que notre carrière nous amène ailleurs. Donc, un autre phénomène qui est inhérent à ça, qui est particulièrement violent en Angleterre, aux États-Unis, c'est la casualization, mot dont j'ignorais l'existence jusqu'à récemment, la précarisation des employés qui ne sont pas des professeurs réguliers à contrat. Il y a de plus en plus de professeurs adjoints aux États-Unis qui savent d'emblée qu'ils n'auront jamais accès à un poste régulier. Ça fait partie de la normalité des choses dans le monde contemporain. Une gouvernance d'entreprise, la compétition, les classements internationaux. Encore cette semaine, on en avait un sur les classements, les multiples classements maintenant des universités, l'importance du marketing pour se démarquer, la performance sous observation et la bureaucratisation. Ce sont des phénomènes que nous observons tous. On confie à des administrateurs dits indépendants le soin de gérer nos conseils d'administration, alors qu'ils ne savent peut-être que peu de choses de ce que c'est qu'une université, et des dirigeants qui sont imputables envers les autorités extérieures plutôt qu'envers leurs commettants, conçus, je pense, par eux-mêmes ou par d'autres, et rémunérés comme des cadres d'entreprise, avec qui ils sont davantage en lien maintenant. De mon point de vue, ils sont aspirés hors de la communauté universitaire. Ce sont eux qui parlent au nom de l'université, mais ils sont un peu à l'extérieur de la quotidienneté des universités. Personnel de gestion pléthorique, la FQPPU a fait des documents, le comité sur le financement des universités a démontré ça tant et plus, l'accroissement très important de tout le personnel d'encadrement, la centralisation des pouvoirs et la mise à mal de la collégialité, un thème dont on traitera plus tard dans le colloque. Conclusion, progrès ou recul, alors roulement de tambour. Alors, je vais faire comme un politicien de moi-même. Alors, je vais vous poser une réponse en guise d'invitation au débat. Selon moi, et d'après ce que j'ai compris, vu et observé, le passage de l'administration à la gouvernance des universités témoigne d'une transformation profonde de l'idée d'université, de son rôle dans la société. Cette transformation est elle-même indissociable de changements plus vastes qui affectent le partage des pouvoirs et des richesses. Les acteurs universitaires ne font pas que subir cette mutation, ils y contribuent, mais peuvent aussi s'y opposer. Et finalement, la réponse à la question de départ du colloque tient donc à l'université et à la société que nous voulons, pour nous et pour ceux qui nous suivront. Donc,
que le débat commence. Alors, je vous remercie de votre attention. Madame Toupin, de combien de minutes disposons-nous pour des questions? Il doit pas en rester plus que 5, j'imagine. 8? Alors, si vous avez des questions ou des commentaires... 8 minutes. Oui, il y a une main qui est levée ici. On peut porter le micro. J'ai deux questions. J'ai deux questions. Il faut parler fort, là, parce que... Oui, c'est pas un micro-jouet. Si vous n'entendez pas l'effet, c'est parce que c'est directement sur la console. C'est pas destiné à être amplifié ici. Mais ça marche pour vrai quand même. Bon. Oui. J'ai deux questions. Premièrement, je me demandais, quand vous disiez que les administrateurs sont déconnectés du milieu universitaire, mais normalement, pour accéder au rectorat, il faut être prof, si je ne me trompe pas. Fait que normalement, il devrait avoir une connexion. C'était ça un peu le principe. Puis aussi, lorsque vous dites que les acteurs universitaires, mais là, vous posez comme question en débat, c'est pas nécessairement ça que vous affirmiez, mais il y aurait possiblement l'hypothèse qu'ils peuvent intervenir pour s'opposer à ce qui se passe et non pas juste subir. Mais en même temps, c'est toujours ça l'argument des acteurs universitaires, des recteurs, des vice-recteurs, des vice-rectrices, c'est que s'ils en font trop, par exemple, l'UQAM pourrait être mis sous tutelle. Fait que je me demandais qu'est-ce que vous pensez de ces questions-là. OK. Donc, pour la première question sur est-ce que les recteurs ou vice-recteurs sont tous des professeurs, vous vous tournez à votre droite vers M. Imbeau, qui vient de l'UQAC. Il va vous dire tout le bien qu'il pense de son recteur et aussi qu'il y a plusieurs recteurs, et ça, Michel, c'est l'expert dans le domaine, avec Martin, pourront vous dire qu'il n'y a pas, c'est pas une obligation pour être cadre supérieur dans une université d'avoir été professeur. Ça aide pour être directeur enseignement recherche ou vice-recteur enseignement recherche, oui, les finances et tous les autres domaines. L'administration, c'est de moins en moins vrai. Mais je n'irai pas plus loin. Peut-être que Michel ou Martin pourront répondre à ça plus précisément avec leur banque de données qu'ils ont accumulées au fil du temps. En 2 données, sur les 19 chefs d'établissement, il y en a 6 qui n'ont pas de doctorat et qui n'ont jamais été professeurs. Les vice-recteurs administration finance, à grande majorité, n'ont jamais été professeurs. Tout ce qui reste comme professeur, je dirais, dans l'administration, c'est les vice-recteurs académiques. On a tendance à être Oui, c'est ça. Oui, je vais répondre à la deuxième question. Donc, sur le rôle d'un recteur comme celui de l'UQAM, je pense que c'est une bonne question. Du point de vue des professeurs, du point de vue du SPUC, mettons dans le cas très concret qui nous intéresse, puisqu'ils sont en négociation, et ça va pas aussi bien qu'ils le souhaiteraient, pour prendre un euphémisme, la cible, c'est le recteur, mais que peut le recteur? Et ça fait partie d'une chose que j'ai trop rapidement dite, c'est que l'autonomie de l'université par rapport ici au ministère de l'Éducation, de son nom qui change régulièrement, c'est que la liberté de manœuvre est assez... La base de financement est connue et planifiée en fonction du nombre d'étudiants et tout ça, ce qui fait que la liberté de manœuvre d'un recteur ou d'une équipe de direction est limitée à jouer à l'intérieur des paramètres qui lui sont imposés. Et ça place les recteurs dans cette position d'aspiration en dehors, c'est qu'ils sont davantage redevables à qui finance leur institution qu'à leurs commettants. D'autant plus qu'ils ne sont pas eux-mêmes des gens qui connaissent ce que c'est que d'enseigner, par exemple, à l'UQAM ou dans d'autres universités québécoises. Donc, ils sont dans une position très inconfortable, sauf quand leur université est dotée d'un fonds de dotation disposant de centaines de millions de dollars, comme ça pourrait peut-être arriver dans certaines universités au Québec. Donc, ça aide un peu à améliorer les choses, mais quand on n'est pas en mesure de créer des marges budgétaires, bien, on fait ce qui s'est passé à l'UQAM et ailleurs. On trafique un peu les chiffres, on prend de l'argent d'un bassin, puis on le met dans l'autre bassin. Puis bon, en fonction de nos intérêts de dirigeants, et c'est en dehors de la vision ou de la volonté des gens de l'université eux-mêmes, des professeurs et des autres membres de la communauté universitaire. Donc, je n'en dirai pas davantage, je ne vais pas prendre trop de temps, mais c'est un peu ça l'idée. Une question là-bas, est-ce qu'on pourrait lui pitcher le micro? Non, on va pas faire ça. Oui, bonjour. Catherine Larouche, professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi. Moi aussi, je m'intéresse au concept de gouvernance et j'ai peut-être une définition qui n'est pas tout à fait la vôtre, mais je m'interroge quand on dit que la gouvernance, si on prend pour acquis qu'elle implique plusieurs intérêts avec des professionnalisations différentes. Si on regarde le conseil d'administration, vous avez les profs, les élèves
les dirigeants, etc. Est-ce qu'au contraire, parce que vous disiez dans une de vos diapositives que la gouvernance nie l'existence de logique et des intérêts conflictuels, et vous lui donnez une connotation entreprise privée, mais est-ce qu'elle ne serait pas plutôt au centre d'intérêts divergents? Et est-ce qu'elle ne reflèterait pas justement, lorsque jouée dans son... Peut-être que le fait qu'on ne la joue pas comme il faut, mais si on la jouait, est-ce qu'elle ne pourrait pas justement permettre la diversité, le conflit? C'est la question que je vous pose. Oui, c'est une bonne question. Donc, dans mon énoncé, il y avait 3 possibilités qui permettent de dépasser, de dissimuler ou de nier. Mais votre question est tout à fait intéressante, c'est que la gouvernance est tellement ouverte comme notion qu'elle se prête à toutes sortes de pratiques. Donc, un réseau, il n'y a rien qui bat un réseau quand il y a le liant principal, qui est la confiance, le respect, le partage des compétences. Ça, quand ça fonctionne, un réseau bat une hiérarchie puis le marché, à peu près, en tout cas, c'est une grande variété de problèmes, sauf des problèmes très simples, très techniques. Mais quand cette confiance n'existe pas, un réseau, c'est pourri. Ça exige ça. Alors que le marché, tu n'as pas besoin de faire confiance, tu es capable de suivre, puis tu pénalises quand la personne ne rend pas son contrat. Donc, la gouvernance a cette capacité de, dans le meilleur des cas, de donner vos chapitres aux étudiants, par exemple, aux chargés de cours, si on parle d'une université, que l'ensemble des parties prenantes qui ont un intérêt au bon fonctionnement de l'université soient là. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais il ne faut pas dire que ouais, la gouvernance de l'université une telle, waouh. Non, mais qui cale les shots, c'est me passer l'expression. Tu sais, si c'est une partie privée qui finance une salle, un amphithéâtre, la gouvernance, c'est quoi là-dedans? Qui va vraiment avoir le dernier mot dans les décisions qui sont vraiment structurantes? C'est ça qu'il faut mettre en jeu, qu'il faut mettre en cause. D'accord? Je suis content, moi, que les profs, on soit sur le CA, ça ne mérite pas qu'on n'y soit pas. Je suis content que d'autres groupes y soient en fois partie prenante aussi, commission des études. Ça nous prend des gens qui ont des points de vue diversifiés, même pour contrer notre pouvoir à nous, les professeurs. Mais cela étant dit, il ne faut ni être naïf, ni être cynique. J'ai essayé de voir que toute cette palette de réalités peuvent s'appeler gouvernance. Et que si on ne fait pas attention, on peut se faire dire qu'on a de la bonne gouvernance, il faut réformer la gouvernance, puis ça veut dire l'IGOP, le rapport Toulouse qui nous disait que ça venait d'entrepreneurs privés. Ça vient de où? Ça vient pas du peuple, ça vient d'une conception néolibérale dans laquelle les conseils d'administration sont des bons serviteurs de l'État. Et allez voir dans les conseils d'administration des centres de santé et services sociaux, comme ça, les CIUS et les CIS, essayez d'entendre la voix critique qui sort de ces agoras-là, il n'y en a pas du tout. Donc, c'est un peu ça. C'est-tu de la bonne gouvernance ou pas? Si tu es le gouvernement, oui. Si tu es un citoyen, pas sûr. 2 minutes, on a le temps pour des questions rapides, surtout des réponses courtes. Oui. Merci. Olga Navarro-Flores de l'École des sciences de la gestion ici à l'UQAM. Vous nous avez expliqué très bien et contextualisé très bien le concept de gouvernance, mais vous avez aussi utilisé un concept très intéressant qui est la corporatisation des universités. Mais ne s'inscrit-elle pas dans le courant de pensée de nouveau, comment ça s'appelle, de New Public Management, qui touche non seulement les universités, mais qui touche les appareils publics en général. Donc, peu importe par où on regarde, vers le haut, à droite, à gauche, c'est tout du nouveau management public. Donc, où est-ce qu'on va trouver les sources d'un management critique qui peut nous donner aux universités le souffle pour redéfinir la gouvernance des universités à la lumière d'un nouveau management public, mais à la lumière aussi du rôle historique que les universités ont joué dans la société. Merci pour votre question. Jean pourra répondre plus en détail dans sa propre présentation, qui porte juste là-dessus. Alors, stay tuned, vous allez avoir la réponse à votre question dans plus longtemps. Mais j'aimerais formuler une réponse rapide là-dessus, c'est que j'enseigne en administration publique, dont le New Public Management, j'en connais un petit peu quand même dans mon domaine, et c'est un courant qui a perdu un peu de son souffle. Hein. Il y a encore, c'est de la rémanence. On entend encore nouvelle gestion publique, mais Jean pourra différer de point de vue avec moi, mais depuis lors, il y a le New Governance, la nouvelle gouvernance, qui, elle, fait davantage, si je simplifie, administration publique classique, la bureaucratie. Nouvelle gestion publique, le marché. La New Governance, nouvelle gouvernance, il y a ça et le réseau. Et de ce point de vue-là, la gouvernance, dans mon entendement, mais je serais heureux que Jean corrige le tir s'il le juge à propos, je pense que c'est davantage de l'ordre de la nouvelle gouvernance, comme le nom semble l'indiquer, et qu'on est ailleurs qu'à l'époque de la nouvelle gestion publique. Donc, même les postures adoptées par Mme Thatcher et par son successeur, M. Blair,
qui était la nouvelle gestion publique. Il n'y a pas plus de nouvelle gestion publique que ce qu'ils ont fait en Angleterre, mais ça, aujourd'hui, c'est nuancé, c'est remis en question. Voilà, mais je vous incite à rester pour entendre Jean parler de ça. Voilà, donc je pense que notre temps est écoulé. Merci beaucoup pour votre participation.